ces nouvelles images de l'opération extrêmement spectaculaire et audacieuse des Ukrainiens contre les bombardiers stratégiques russes. Regardez, ce sont des images qui s'ajoutent à toutes celles qu'on a vues. Colonel Goyen notamment, aidez-nous à les comprendre, et notamment voilà, ces pneus qui sont disposés sur ces Tupolev 95. Ouais, ça c'est des 95M. Les pneus, alors apparemment c'est pour faire rebondir les drones, ça paraît dérisoire, mais c'est la seule explication que j'ai entendue. Forme de protection, voilà, je sais pas, il y a la Russie, il y a des trucs quand même qui sont assez surréalistes parfois. Voilà, bon. Alors maintenant, mais c'est censé protéger contre quoi? Contre des drones. Mais ça me fait rebondir. Je sais pas. Ça marche pas. C'est la seule explication que j'ai en fait. Il y a peut-être d'autres. Je sais pas, on met le feu. Non, mais c'est exactement ça. C'est ça. Mais ça me paraît tellement idiot. Oui, c'est ça. Ça me paraît tellement dérisoire. Mais c'est comme l'arme parce que l'arme, c'est un petit truc. Vous savez, c'est un petit truc en plastique. Oui. Et donc quand il tombe, des fois, il suffit d'avoir dans ce cas-là, on recouvre tout l'avion qui le renvoie. On va voir d'autres avions où effectivement l'avion entier est recouvert de pneus. Oui, mais en fait, voilà, alors, tout ce qui est coupant, c'est que les Ukrainiens ont rediffusé maintenant des images, une vidéo de 4 minutes, qui est beaucoup plus complète sur les destructions, où on aboutit quand même à l'idée d'avoir entre 28 et 30 avions détruits ou endommagés, de plusieurs types, quoi. Et notamment, effectivement, les Tupolev 95, qui sont porteurs des missiles Cache 102, qui sont des missiles nucléaires, pour le coup. Tous les autres ne le sont pas. Ils n'ont pas touché, a priori, les backfire, les Tupolev 160, qui sont vraiment ça qui est pour le coup le fleuron de la flotte de. Il y a quelque chose vraiment d'assez, impressionnant dans ces images, c'est qu'on se dit mais personne sur Terre n'est à l'abri, parce que il y a toutes sortes de bâtiments d'État, de bâtiments officiels en France. J'imagine qu'il n'y a pas une protection totale. Si demain ils auraient pu faire cette attaque sur plein d'autres objectifs en réalité, sur plein d'autres endroits. Et effectivement en France, c'était le but de rapport qu'on avait fait. Il y a plein de possibilités d'attaque, à part mettre des gens partout avec des brouilleurs, des fusils à pompe. Ça viendra. On sera obligé parce qu'en fait les drones, vous avez vu, ça change déjà l'état de la guerre. La guerre nouvelle, la guerre moderne, c'est la guerre de drones. Déjà sur le front actuellement, 60% de pertes qui sont causées par les drones et non pas par l'état de l'artillerie. Vous savez, à un moment donné, on disait il faut trouver les obus pour les Ukrainiens. Ils cherchent même plus les obus. Ils produisent les drones. Ils produisent, imaginez-vous, actuellement 10 000 drones par jour, les Ukrainiens. Faisons entrer dans la discussion le général Paloméros. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Vous étiez commandeur suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, pilote vous-même évidemment de nombreux appareils. Tout à l'heure sur ce plateau, il y avait le général Dutartre. Il se disait, moi j'ai piloté des avions qui valaient 80 millions d'euros. Et là, il y a un drone à 500 euros, comme vient de le rappeler Marion, qui a un effet dévastateur. C'est clair qu'on vit une guerre qui est totalement dissymétrique. Il y a un aspect quand même stratégique là, qui est marquant avec cette opération audacieuse, bien préparée et certainement soutenue de l'intérieur. Ce qui est marquant, c'est qu'une puissance non nucléaire, l'Ukraine en l'occurrence, pour se défendre, s'en prend effectivement à des objectifs stratégiques à vocation nucléaire. En tout cas, c'est vrai que tous les porteurs nucléaires n'ont pas été attaqués, mais je crois on peut considérer qu'il s'agit quand même d'une étape franchie, et l'Ukraine n'a pas de choix. Et c'est compréhensible, mais peu pouvaient imaginer qu'elle irait jusqu'à ce degré d'audace et ce degré de coordination extrêmement étroit, et également le secret, la confidence. À mon sens, d'ailleurs, aucun allié n'était prévenu de cette opération. Deuxième catégorie d'appareils, deuxième catégorie d'images, ce sont les drones qui ont frappé des avions satellites, donc j'imagine des avions de renseignement en réalité. C'est les AWACS, en fait, c'est l'équivalent des AWACS russes, donc c'est les A-50. La Russie possède très peu de ces avions, elle en avait 12, il y en avait déjà
déjà 2 qui étaient endommagés en Biélorussie, vous vous souvenez, au début de la guerre. Les Russes les ont rapatriés. En mer Noire aussi. Et voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ces avions-là permettent en fait de coordonner les frappes sur le front. Et comme les Russes auront très peu de ces avions et ne savent plus les produire, donc si jamais les Ukrainiens les détruisaient, et ça endommagerait énormément la possibilité de la guerre. C'est presque aussi important que les bombardiers. C'est peut-être plus important même que les Tupolev 95. En l'occurrence, notez que là, les drones, les survols ne les touchent pas. Pourquoi, me semble-t-il ? Parce qu'en l'occurrence, ce sont des versions rouillées qui ne sont plus opérantes. Donc, qu'a fait la Russie ? Elle avait un stock d'A-50, qui sont des avions, quand ils sont encore en opération, il lui en reste 8, me semble-t-il. Sergueï, à l'instant, parlait de celui dont le radome, c'est ce radar qu'on voit sur le toit, avait été touché en Biélorussie. Il y en a 2 autres qui ont été abattus par les Ukrainiens. Donc les Russes ont dispersé sur les bases d'anciens A-50 qui en réalité ne sont plus en opération. Ce sont comme des leurres. Donc on voit là qu'il y a des parties rouillées sur ces avions qui ont pu laisser croire avec de la vision satellitaire qu'ils étaient effectivement encore en opération. Et donc les Ukrainiens se sont dit bingo, parce que ça vaut 300 millions. Donc vous voyez que volontairement, ils ne les touchent pas. Vous n'avez pas gâché une munition. C'est ce que j'ai lu sur des gens qui font ce qu'on appelle de la recherche en source ouverte, et des experts militaires qui, à la vue de ces images, ont noté que très vraisemblablement, parce qu'il y avait une grande interrogation autour de ces 2 A-50 qui sont des avions de détection et des centres de commandement et de détection, encore une fois, aériens, n'auraient, j'emploie le conditionnel, en réalité pas été touchés. D'où l'importante question, justement, combien d'avions ont été touchés ? Il y a certaines personnes qui avancent en mode oui, mais c'était vraiment nul ce que les Ukrainiens ont pu faire. Quand même, aujourd'hui, on a la confirmation de l'OTAN, de certains officiers, que les avions complètement détruits, il y en a entre 10 et 12. Oui. Mais ça, c'est les avions qui étaient opérationnels et qui étaient véritablement touchés. La question, combien sur cette base-là il y avait d'avions opérationnels, ça c'est la vraie question. Et visiblement, les Ukrainiens, ils avaient des bonnes informations, d'où l'importance du renseignement humain ou autre, pour le savoir. Et juste un petit point de précision sur les pneus. Apparemment, ça sert pour brouiller les images satellites et pour déformer la forme des avions. Parce que les avions, ils les stationnés et ils se déplaçaient très souvent dans la nuit, et c'est pour justement qu'ils ne soient pas repérés par les satellites. Ça, c'est un expert dans ce domaine-là qui m'a précisé ça, et il y a aussi des précisions que vous pouvez lire. Je ne suis pas convaincu. Oui, moi non plus. Mais apparemment, c'était comme ça. Toujours est-il qu'on a quand même là des mythes, me semble-t-il, qui s'effondrent, et d'où l'importance de ces images et le rôle qu'elles jouent dans la guerre informationnelle. C'est un événement énorme. Rappelez-vous le moment où le petit drone de, comment il s'appelait, Marcus Ruche, je ne sais plus quoi, qui avait réussi à... c'est un petit drone, c'est un petit coup. C'est un petit avion. Un petit Cessna. C'était un petit Cessna qui avait, dans les années 80, averti sur la place rouge. Voilà. Il a fait sauter le ministre de la Défense et le chef de l'État. Et c'était une opération pacifique. Voilà, c'était un peu un zozo. Là, c'est pas un zozo, c'est une opération réussie, ne serait-ce que s'il y a 10 avions, même s'il n'y avait que 5 avions. C'est quand même le cœur, une partie du cœur de la dissuasion nucléaire russe, c'est une opération énorme. Et ça n'est pas la première fois. Il y avait eu cette réussite de l'atteinte, de la destruction du navire Moskva en mer Noire, qui était aussi une surprise et une humiliation. En plus, il s'appelait Moskva, c'était le symbole de Moscou. Il y avait quand même une première atteinte au pont de Kerch. Donc en fait, les Ukrainiens, et là, cet effet de surprise spectaculaire, et on parlait du coût, ça n'est pas rien non plus de pouvoir avoir dépensé, comme on disait, $50 000 de drones pour détruire des centaines de millions de bombardiers. Pardon ? 7 milliards. 7 milliards, mais chaque bombardier vaut quelques centaines de millions. Et donc c'est une humiliation supplémentaire. C'est avec des moyens aussi faibles et aussi peu puissants que l'armée ukrainienne a osé d'abord s'introduire sur le territoire russe jusqu'à la Sibérie, elle qui est interdite
par les puissances occidentales de pouvoir frapper sans limitation en profondeur sur le territoire quand on laisse la Russie attaquer l'Ukraine en profondeur sans problème. Et donc c'est vraiment un défi, un pied de nez extraordinaire et qui donc psychologiquement un coup très dur pour la Russie et militairement malgré tout ces bombardiers ont une double fonction à la fois conventionnelle et nucléaire. Donc c'est quand même une atteinte à la dissuasion. Général Palomero, vous êtes toujours avec nous. Et expliquez-nous bien, comment est-ce possible ? On faisait la comparaison, si ça arrivait aux États-Unis, on n'imagine pas une seconde que les États-Unis puissent prendre un coup pareil. La Russie, qui est une puissance nucléaire, un des membres permanents du Conseil de sécurité, qui reçoit et qui encaisse un coup pareil. Les surprises stratégiques, si vous voulez, leur caractéristique, c'est que ce sont des surprises et qu'elles ont un effet stratégique. Souvenons-nous quand même, c'était il n'y a pas si longtemps, le 11 septembre 2001, les États-Unis ont subi une attaque aérienne, entre guillemets, par d'autres moyens. Donc, il y a des leçons nombreuses, évidemment, sur la résilience, mais sur le besoin de disperser les flottes, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ce qu'on faisait, nous, pendant la guerre froide. Évidemment, depuis, le temps a changé. Il va falloir sans doute revenir, malgré tout, à de vieux principes qui ont fonctionné. Mais pour moi, le véritable marquant de cette opération, ça a été dit d'ailleurs aussi, c'est qu'elle a été montée, mais conduite à partir du territoire russe. Et c'est une opération d'envergure conduite sur le territoire russe. Vraisemblablement avec l'aide de résistants russes, on peut les appeler comme ça si vous voulez. Et c'est sans doute pour ça que M. Poutine est en train de réfléchir à sa riposte, parce que c'est grave. C'est la sécurité intérieure même de la Russie. La guerre là, est vraiment portée au cœur de la Russie. Et en plus sur des objectifs stratégiques qui touchent d'assez près la dissuasion, comme le disait le général Kellogg. Regardez encore ces images, puis c'est encore un autre avion, l'attaque de drone sur les Tupolev 22 M3. Alors ça, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est également un bombardier, mais plus petit, plus réduit, plus tactique. Lui n'a pas vocation nucléaire. Il peut porter des armes qui elles-mêmes peuvent prendre une charge nucléaire. Au passage, le seul avion que les Français ont abattu en l'air depuis 1945 était un Tupolev 22 au Tchad en 1987. Pour les Russes, ils font partie de la flotte stratégique. Hein. Donc en fait, la flotte stratégique vocation nucléaire, c'est les 160, les Tupolev 160 et les Tupolev 95. Ils peuvent porter des armes, des missiles qui peuvent prendre des charges nucléaires relativement réduites. Les missiles de croisière. Oui, bien sûr, les missiles de croisière. Mais il ne faut pas, au sens premier, ils ne font pas partie de la flotte stratégique. Et là, celui que vous voyez au passage, c'était le Tupolev 160. Là, c'est vraiment le plus important, qui est lui-même inspiré du Concorde. Si vous regardez bien, c'est les deux d'ailleurs, les deux, parce que Tupolev a volé. D'ailleurs, c'est la vieille histoire. Donc les Français en veulent beaucoup à Tupolev d'avoir volé la technologie du Concorde. 144, parce que voilà, 144, c'était la copie quasiment conforme, enfin le russe, qu'ils ont arrêté aussi. Mais vous savez, les aérodromes qui étaient visés, c'est les aérodromes d'où les Russes bombardent l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est pour ça, vous avez remarqué que Trump n'a rien reproché à l'Ukraine en même temps. Il n'a pas dit Zelensky provoque, etc. Non, il n'a absolument rien dit. On y viendra tout à l'heure.